Bonjour tout le monde, bienvenue à cette autre émission de votre député fédéral vous parle. Je suis présentement à la Pomme Verte pour rencontrer des hommes, des femmes en affaires dans notre belle région du groupe BNI, BNI Business Network International. Je me trompe pas? Non. C'est bien ça. Sans plus tarder, je vous présente le président de ce groupe de gens dynamiques que nous avons dans la région qui vont avoir l'opportunité aujourd'hui de poser des questions que vous posez à la maison sur le travail des députés en circonscription à Ottawa ou sur tout enjeu politique qui vous interpelle, auquel vous avez des préoccupations et que vous souhaiteriez transmettre à votre député fédéral. Alors, sans plus tarder, je vais inviter Marc-André Fortin du Centre de lunetterie optique Bois-Franc. Centre optique des Bois-Francs. Centre optique des Bois-Francs, désolé. Ça va. Marc-André, peux-tu nous parler, c'est quoi le groupe BNI pour les gens qui nous écoutent et qui ont peut-être aucune idée de ce que vous faites dans la vie? Bien sûr. En fait, le groupe BNI, c'est une trentaine de gens d'affaires qui se réunissent à chaque mercredi matin dans le but ultime de s'envoyer des références d'affaires, de s'entraider à notre réussite individuelle. Puis on est obligé de faire des actions et notre présence est primordiale qui fait en sorte que notre lien de confiance est très, très fort entre nous. Puis ça profite à chacun des membres ici, là. Ça existe depuis une douzaine d'années. Douzaine d'années dans la région ici? Oui. Et ça, est-ce que ce groupe-là, il y a la même chose qui se passe ailleurs, dans d'autres villes ou même dans d'autres pays? Le BNI, c'est international. En fait, le concept BNI a été créé par un monsieur Meisner, puis il a exporté ça dans toute... en fait, c'est rendu planétaire maintenant. Au Québec, il y a plusieurs cellules dans toutes les grandes villes et toutes les villes de notre grosseur et plus ont chacun leur cellule. Bien, un gros merci d'avoir accepté de me recevoir ici avec votre plaisir. groupe. Puis sans plus tarder, je te donne le temps de reprendre ta place. Tout ce que je vous demande avant de commencer l'émission, tout le monde ensemble, c'est, avant de poser la question, juste vous nommer, peut-être dire le nom de votre compagnie pour que les gens qui nous écoutent puissent en savoir un peu plus. Et sans plus tarder, qui est le premier qui va briser la glace? Steve Cormier? J'ai déjà nommé ton nom. Merci, monsieur le député fédéral. Donc, Steve Cormier, reste au bar La Pièce, gastronomie à votre table. Pardon. Monsieur Reyes, j'ai l'impression, depuis que je suis au secondaire, j'entends parler de pénurie de main-d'œuvre, que le niveau démographique descend, tout ça. On sait qu'en Beauce, le taux de chômage est en bas de 4 %, quelque chose comme ça. Puis ici, là, personnellement, autour de la table, je suis pas mal certain qu'on est beaucoup à le vivre. Est-ce que c'est pénurie? Est-ce que c'est rareté? On s'en fâchera pas dans les mots, mais au niveau du fédéral, au niveau de votre poste ici dans la circonscription, qu'est-ce qui peut être fait ou... Bref, voilà, c'est à vous. La question est pertinente. En passant, pour les gens qui ne savent pas, à titre de lieutenant politique du parti, j'ai participé à la tournée à l'écoute des Québécois, où j'ai été dans toutes les régions du Québec. Je pense que j'ai fait plus de 10 000 kilomètres en un an pour aller rencontrer des leaders des différentes communautés. Puis cette question-là de la pénurie de main-d'œuvre, de la rareté de la main-d'œuvre, c'était la question numéro 1 que je me faisais poser partout. Puis la question qu'on se pose, le choc démographique, ça fait des années que les gens en parlent. Il y a vraiment une problématique. Est-ce qu'il y a des décisions qui auraient pu être prises avant, peut-être? Mais aujourd'hui, ce que tout le monde cherche, c'est des pistes de solutions. Il n'y en a pas 10 000. Il y a naturellement l'immigration. On sait avec tout ce qui se passe en ce moment, c'est pas nécessairement facile. Il y a des décisions qui doivent être prises. Dans le cas de l'immigration, les pistes de solutions les plus rapides peuvent être prises. C'est premièrement la reconnaissance des compétences. En ce moment, il y a des gens qui veulent venir immigrer, qui veulent venir contribuer à notre société. Puis là, ils sont pris par des différentes règles par rapport à certains ordres, par rapport à certains gouvernements. Donc ça, il y a quelque chose qui peut être fait, c'est administratif. Vous êtes en affaires, vous êtes sûrement écœuré de la paperasse, ce qu'on appelle le red tape en bon jargon anglophone. Donc ça, c'est une des premières mesures. Deuxièmement, faciliter cette main-d'œuvre-là. Dans ma tournée, il y a beaucoup de gens qui nous disaient, à chaque fois qu'on veut attirer des immigrants, on doit faire la démonstration qu'il n'y a personne qui peut faire ce travail-là dans notre région. Tu es en restauration, Steve? Je pense qu'on n'a pas besoin de faire un sondage dans chacune des régions du Québec pour savoir qu'il manque de cuisiniers. On le sait. Est-ce qu'on ne pourrait pas enlever tout ce temps-là de paperasse pour que les gens qui veulent attirer de la main-d'œuvre puissent le faire? On parle d'à peu près de 5 à 6 mois de paperasse pour faire la démonstration d'une certitude que l'on connaît déjà la réponse. Ça, c'est une deuxième solution qu'on pourrait, au niveau gouvernemental, en enlevant cette barrière-là, simplifier la tâche au niveau des gens. Il y a un autre élément que les gens ne parlent pas, parce qu'on parle beaucoup d'immigration. Ça, le gouvernement du Québec
a ouvert une porte dans son dernier budget. Pour fédéral, notre parti politique qui travaille, c'est au niveau des aînés. Il y a beaucoup d'aînés rendus à 60 ans qui prennent leur retraite, puis qui auraient le goût de continuer à contribuer, qui ont déjà l'expérience, qu'on n'a pas besoin de former, qu'on pourrait servir pour faire de la passation de connaissances avec une nouvelle génération, mais qui ne veulent pas travailler 40 heures par semaine. Et le problème, c'est que ces gens-là, souvent, refusent de retourner sur le marché du travail, que ce soit dans des quincailleries, dans des restaurants, dans des secteurs touristiques, hôteliers, et qui seraient prêts à travailler 10-15 heures par semaine pour rester actifs dans la communauté, mais qui ne le font pas parce qu'ils sont trop pénalisés au niveau fiscal. Est-ce que c'est normal qu'un retraité qui retourne sur le marché du travail continue à payer du chômage qui n'aura jamais le droit, quand il en a payé toute sa vie? Est-ce que c'est normal que l'on charge un retraité encore des montants pour sa pension quand il a travaillé? Donc, si on a considéré comme société que c'est 65 ans, bien, rendu à 65 ans, tu l'as gagné ta retraite. Pourquoi est-ce qu'on te repénalise là-dessus une fois que tu continues à travailler? Fait que, est-ce qu'on pourrait pas enlever des irritants fiscaux qui feraient en sorte... Et faites le calcul vite, si on prenait tous les aînés qu'on a au Canada, puis qu'on leur permettait de travailler 10-15 heures par semaine, ça répond, c'est des centaines de milliers de travailleurs de plus expérimentés. Cela étant dit, est-ce qu'on pourrait pas, de façon intelligente aussi, si on met une telle mesure, dire elle est conditionnelle au taux de chômage? Parce que pourquoi dans le temps on le faisait pas, c'est qu'il y avait peut-être des jeunes, on disait souvent, on dit aux plus vieux, bien, quittez, on veut laisser de la place aux jeunes. Mais aujourd'hui, il y a une pénurie de main-d'œuvre. Ils prennent pas la job de personne. Donc, on pourrait mettre une mesure qui fait en sorte, au même titre qu'avec l'immigration, qui est en lien direct, dès que le taux de chômage continue à augmenter, bien, tu diminues tes seuils d'immigration, tu diminues les avantages fiscaux que ces gens-là ont droit pour rétablir la courbe puis repermettre aux jeunes qui sortent des universités, des cégeps, du secondaire, de prendre place dans le marché du travail. Ça, c'est des mesures, sincèrement, très concrètes que des gouvernements provinciaux, fédéraux pourraient appliquer rapidement et qui pourraient répondre à des besoins, d'après moi, de main-d'œuvre dans beaucoup de secteurs et qui pourraient enlever aussi la pression sur l'enjeu de l'immigration. Puis je suis convaincu, juste par curiosité, qu'il n'y a pas grand monde qui a entendu parler de telles mesures au niveau des aînés. C'est pas quelque chose qu'on a parlé beaucoup dans le passé. Et ça pourrait répondre à bien des égards. Puis ces aînés-là, je rajoute, et là je parle longtemps là-dessus, mais c'est quelque chose qui m'allume beaucoup, parce que je l'ai vraiment entendu, puis je l'ai testé avec les gens, puis j'essaie de pousser ça dans mon parti avec des confrères. Ces aînés-là, en plus, la beauté, c'est qu'ils vont tous remettre l'argent dans le système. Soit pour aller en vacances, pour se faire des petits cadeaux pour eux autres. C'est des gens aussi, des fois, qui n'ont pas de régime de retraite, qui ont besoin de petites sidelines-là pour avoir une bonne qualité de vie. Ils vont peut-être aider leurs enfants ou leurs petits-enfants en leur faisant des cadeaux, en les sortant, en s'occupant d'eux autres. Fait que c'est de l'argent qui va retourner aussi dans le système et que vous allez naturellement vous-même tous en profiter avec vos équipes que vous avez. Fait que je pense qu'il y a des pistes de solutions sincèrement concrètes, réalistes et qu'on pourrait mettre en application rapidement. Ça va? Merci. Cool. Maintenant, il reste à aller au pouvoir pour les réaliser ceux-là. Hélène McCune, Audacia Coaching. Monsieur Reyes, je vous parle en tant que l'homme qui a été un maire très impliqué dans la région, maintenant député, un homme qui s'entraîne énormément côté physique, donc aime les défis. Qu'est-ce qui va être votre prochain défi? J'aime ça. Ouais, vous parlez des défis. Vous savez, c'est pas tout le monde qui le sait, mais moi, il y a 8-9 ans, je pesais plus de 200 livres. Je faisais aucune activité. Fait que pour les gens qui écoutent, là, puis pour vous tous, je pense qu'il y a un stade dans la vie où on est capable de se prendre en main. Moi, j'ai fait le choix de m'occuper de ma santé. Puis je me suis dit, si je veux continuer à faire mon travail, il faut que je commence par prendre soin de moi-même. Puis ça, je pense qu'on se le dit souvent, mais de poser le geste après. Je me suis lancé plusieurs défis, courir des marathons. J'ai fait 3 Ironman, si mon calcul est bon. Et quand je le dis, c'est pas par objectif de dire faut qu'on aille tous là. Moi, ça m'a pris ça pour me motiver parce que je me considère comme quelqu'un de défi comme vous en affaires. Mais en même temps, il faut trouver sa ligne. Depuis le mois d'août dernier, là, moi, j'ai vécu l'inverse. J'ai fait du surentraînement. Et là, aujourd'hui, je suis en récupération. Donc, depuis le mois d'août dernier, à part marcher, courir quelques fois, maintenant, quand je cours sans montre, juste pour le plaisir de courir. Je suis en train de me réapproprier ce bonheur-là que j'avais à le faire. Mais j'ai des défis. J'aimerais, pour ceux qui ont connu l'expérience, viens faire ton tour. Ou avec ma femme, on a couru des dizaines et des dizaines de kilomètres pour ramasser des fonds pour des fondations du milieu. On a fait 2 éditions. J'aimerais ça en recourir un 3e, viens faire ton tour 3.0.
Puis dans ce cas-ci, au lieu de tourner autour du lac pendant 8-10 tours à Victoriaville, j'aimerais traverser la circonscription en jogging. Ça, c'est un de mes défis. C'est la première fois que je le dis publiquement, en plus. J'aimerais ça faire une dernière édition pour amasser de l'argent, me servir de ma notoriété pour essayer de rassembler le maximum de monde et de gens qui ont le goût de contribuer pour amasser des fonds. Et le prochain défi plus personnel, santé physique, c'est vraiment, j'aimerais ça aller faire des courses en forêt, sortir de la course sur asphalte, des marathons. Donc ça, c'est bien personnel à moi là-dessus. Fait que là, c'est juste de retrouver le goût dans l'intérieur de l'horaire. Parce que, comme vous le savez tous, on a tous des horaires très chargés. Le plus dur, c'est pas de le faire, c'est de le mettre à l'agenda. Une fois qu'il est à l'agenda, souvent, c'est beaucoup plus facile par la suite. Donc, c'est mon petit défi personnel. Le reste, manger mieux, consommer de façon modérée, ne pas toucher à la cigarette, à tout ce qui se fume. Ce que je souhaite à tout le monde, d'essayer de se tenir le plus loin possible de ça, puis de bouger. Et à titre personnel, tout le monde, et moi, ça va faire 4 ans bientôt que je suis à Ottawa. À ma connaissance, j'ai jamais pris l'ascenseur. Le Parlement a 6 étages. Les bureaux ont tous 4, 5, 6 étages. Je marche toujours à Ottawa. C'est ma part pour l'environnement. Je stationne mon auto à mon appartement, puis je la reprends le vendredi quand je redescends. Donc, je marche toujours. Je dois marcher 10-12 km par jour. Donc, c'est des petits gestes qu'on peut tous poser dans notre quotidien. OK. Puis, votre côté professionnel? Professionnel? Oui, avez-vous une vision un peu plus loin que le député? C'est une bonne question professionnelle pour le travail. Je sais pas où ça va m'emmener. Contrairement peut-être à vous, puis les gens qui sont à la maison, qui écoutent l'émission, moi, mon travail, il est dépendant de la satisfaction des citoyens. Moi, j'ai pas un boss, j'en ai 100 000. C'est mes citoyens de ma circonscription. Pour l'instant, j'adore ce que je fais comme député. Si notre parti est au pouvoir puis que mon chef me donne des responsabilités, ça sera le prochain step professionnel. Puis après ça, mon souhait, c'est d'aller vers le milieu, le secteur privé ou le secteur des communications. Donc, j'ai le goût d'avoir une autre carrière. J'ai ma carrière dans le milieu de l'enseignement, comme enseignant, comme directeur, carrière politique comme maire et député. Et la prochaine step après, c'est dans le milieu des affaires ou des communications. Fait que j'ai vraiment le goût d'aller toucher à ces 2 secteurs-là par la suite. Super, ça. Merci. Bonjour Alain, Marie-Claude Desharnais, Plancher Design. Ma question, c'était la même que Steve concernant la main-d'œuvre, mais j'en ai d'autres questions. Les routes, nos routes, hein? Tu sais qu'elles sont caoteuses un peu. Qu'est-ce qu'on peut faire? Y a-t-il des budgets de mis en place et pour améliorer notre système routier qui est quand même, tu sais, on change de province puis ou même d'État. Là, s'en aller aux États-Unis, on voit tout de suite le changement. Et je sais que ça prend des sous, hein. Fait que je sais pas, y a-t-il des façons de régler le problème? Ben, de régler le problème, en tout cas de l'améliorer. Je fais partie des victimes. Ma famille fait partie des victimes. On a 2 fois l'auto qui rentre au garage parce qu'on a pogné, dans un cas, un nid de poule, dans l'autre cas, un cratère de dinosaure. Donc, c'est même plus un nid de poule ce qu'on a pogné. C'est un problème qui est majeur, nos infrastructures, par du sous-financement depuis des tonnes et tonnes d'années. Ce qui m'aide, personnellement, c'est que c'est un dossier de juridiction provinciale. Donc c'est mon ami Éric Lefebvre, Sébastien Schneeberger, André Bachand et Donald Martel dans ma circonscription qui sont pris avec ce gros problème-là, ceux qui ont passé sur la 116 et compagnie. Quoi qu'on ait des bonnes nouvelles du député, des 2 députés qui touchent ce terrain-là, qui vont refaire cette section-là, et la route qui mène au lac Nicolette en passant, si vous n'avez pas eu l'info. C'est un autre scoop. Au niveau fédéral, c'est plus des infrastructures comme les ponts, qui sont touchés, les tunnels, naturellement le transport en commun. Donc, c'est un problème qui est majeur en ce moment. Et on n'a pas le choix, ça va prendre de l'argent. Puis ça fait partie, puis je fais peut-être un lien, peut-être quelqu'un va me poser des questions sur les questions environnementales. Il y a aussi, en ce moment, une cassure qui est en train de se faire avec une partie de la population qui souhaite que la priorité numéro 1 soit mise strictement que sur l'environnement. Puis le discours, c'est de dire, bien, si la planète n'est pas sauvée, ça sert à quoi de travailler puis de mettre l'emphase sur l'économie? Mais au niveau des conservateurs, la préoccupation, c'est pas ne pas tenir compte de l'environnement, c'est de dire, si on veut poser des gestes, puis c'est la même chose en termes d'infrastructure, ça prend de l'argent, puis cet argent-là est créé par notre économie. Donc, on peut pas dissocier toutes les autres priorités de notre société à l'enjeu de l'économie. L'économie reste la base qui génère, moi je dis souvent la blague, je dis la blague, c'est même pas la blague, mais j'aimerais ça que les gouvernements payent la ligne rose à Valérie Plante à Montréal en transport en commun. Mais ça coûte des milliards. Ces milliards-là, on les prend où?
Le gouvernement, c'est pas une banque, même si certains pensent qu'on peut emprunter sans fin. Dès que les taux d'intérêt vont augmenter, ça va être une catastrophe. Il va falloir augmenter les taxes et les impôts automatiquement. Il n'y a rien de magique dans la gestion d'un budget, comme vous le savez tous. Donc, au même titre que les infrastructures, il y a une réalité. On a des ressources, on a des opportunités économiques dans notre pays. Moi, je pense qu'il faut essayer de toutes les prendre. Puis après ça, il faut espérer que les gouvernements vont faire des choix responsables, puis ne pas attendre et investir dans les infrastructures. Jeff Côté, électricien, domotique. En fait, j'aimerais ça savoir, Alain, de niveau de 1 à 10, admettons, votre gouvernement, c'est quoi leur préoccupation sur la gestion d'énergie de bâtiments résidentiels? Commercial, industriel, tout est déjà implanté. Dans le résidentiel, c'est un peu n'importe quoi. On est 20 ans en arrière de tout le monde. Sur la planète. Donc, tu parles en termes d'efficacité énergétique? Gestion d'énergie, bâtiment résidentiel. Oui. Je pense que tu vas être content quand le prochain programme électoral va sortir. Les gens ne savent pas, mais le premier programme de rénovation qui a été mis en place par le gouvernement fédéral provient d'un gouvernement conservateur. Et en ce moment, il n'y a pas cette opportunité-là. Il est ici à Victoriaville. Il y a des projets au niveau provincial. Dans la construction, un peu moins en rénovation, à moins que je me trompe, quoi qu'il y a Rénovert, je pense qu'il s'appelle, certains lieux. Mais il y a vraiment une volonté, c'est un endroit clé où on peut, comme gouvernement, supporter des initiatives de citoyens qui souhaitent poser des gestes face à l'environnement et que ça pourrait avoir un impact direct sur même leur confort et sur leur facture énergétique. Donc, je pense que oui, il y a de la place en ce moment pour qu'il y ait des incitatifs positifs pour supporter dans la construction résidentielle particulièrement les décisions que les gens ont à prendre lorsqu'ils rénovent ou lorsqu'ils construisent une maison, tout simplement. Il y a un autre élément que je tiens à dire souvent, parce qu'à Victoriaville, quand j'étais maire, on a parti le programme Victoriaville Habitation durable. Et quand on a parlé avec les architectes, les ingénieurs, ce qu'ils nous disaient souvent, quand à la base, dans le concept, on prévoyait les décisions qu'on voulait prendre à l'avance, qu'on posait les gestes au départ dans la conception, au final, la facture était peut-être pas si élevée, plus élevée que dans une construction originale où on faisait les modifications par la suite. Moi, j'ai l'exemple très simple, j'ai un véhicule branchable, puis là, j'ai voulu aller m'installer une borne de recharge rapide, mais là, parce que ça n'avait pas été pensé au départ, passer le fil de ma boîte électrique puis l'emmener jusqu'à la sortie au garage où ce que je veux, c'est une affaire qui me coûterait presque 3 000 $ à faire. Mais si ça avait été pensé originalement lors de la conception de la maison, de passer le fil avant de couler la dalle de béton, bon, je suis pas un pro dans la construction, ça aurait peut-être coûté 400-500 $ le fil, point la ligne à tirer. Fait que je pense qu'on est rendu au stade où il faut penser à l'avance, de façon proactive dans tous ces dossiers-là. Puis là, aujourd'hui, on prend du retard à chaque fois qu'on ne met pas en place ces mesures-là. Fait que tu parles de dogmatique, je pense. Dogmatique. Ouais, en fait, c'est surtout parce que comme habitation durable, ils pensent à tous les matériaux, tout ça, mais le côté électrique, il n'y a rien en place. Oui, c'est un manque. Mais j'entends ce que tu dis là. Je veux même le transférer pour m'assurer, voir si, de mon côté, si il y a quelqu'un qui tient compte de ça. C'est régional, là. Ouais. Les associations comme la PCHQ, mais c'est beaucoup plus de la construction résidentielle. Peut-être qu'il y a un travail aussi de la part de vos associations. Vous savez, les politiciens, là, on est sollicités beaucoup par les groupes de lobby. Puis il y a certains qui n'aiment pas ça. Mais ces groupes-là nous emmènent un paquet d'informations qui touchent leur réalité. Nous autres, on parle toujours, si on parle, exemple, des producteurs laitiers, les producteurs laitiers font tout un travail, les associations, pour sensibiliser les politiciens sur leur réalité avec le dossier de la gestion de l'offre, qu'on entend beaucoup parler. Mais les transformateurs, les détaillants, eux autres, nous interpellent pas beaucoup. Mais on a des transformateurs comme Lactantia ici, qui est un gros employé de la région, qui ont des enjeux dans des négociations, mais qui n'ont pas fait nécessairement leur travail dans le passé pour sensibiliser les politiciens. Puis on a des êtres humains comme n'importe qui. Pour devenir politicien, là, ça prend il n'y a aucun diplôme particulier, là. Pour être politicien, il faut que tu aies 18 ans. Si c'est au fédéral, tu sois résident canadien. Si c'est au provincial, résident provincial. Si tu veux être maire, mairesse, conseiller, il faut que tu sois résident de ta ville. C'est la seule condition. Fait qu'on est des hommes et des femmes avec notre petit bagage, puis on s'en va au Parlement, puis on essaie de pousser nos idées, puis de transférer ce qu'on entend sur le terrain de nos citoyens puis des organisations. Fait que moi, je te relance la balle. Parle à ton association, puis il devrait faire... là, moi, c'est la première fois vraiment, précisément, qu'on parle de tout l'enjeu électrique, là, par rapport à ça. Puis on est tous en attente des panneaux solaires.
aussi tu sais, les toitures, entre les deux, qu'est-ce qui pourrait être fait, puis même de façon préventive, est-ce qu'on pourrait pas installer tout ça pour que lorsque les panneaux solaires pour les toitures soient prêts, que toutes les maisons soient prêtes? À chaque fois qu'on construit des maisons, si on faisait juste porter le fil, ben on sauverait des coûts énormes pour la construction par la suite. Bonjour, Jean-Yves Grégoire, Visigo, Publicité Napron. Je vais vous poser une question. C'est quoi votre vision et les enjeux de l'agriculture canadienne? Hey. C'est un gros enjeu au niveau de l'agriculture canadienne. Les gens, on parle beaucoup des producteurs laitiers, mais ça va beaucoup plus loin que ça. Puis il y a quelque chose qui est passé en dessous du radar que personne n'a vu venir, c'est le changement du guide alimentaire canadien. Ça, les gens, quand on vous dit au niveau fédéral, là, le travail qui est à faire, là, ça a passé en dessous des radars cette année. J'ai pas entendu aucun média national vraiment parler avant la journée de l'adoption du guide alimentaire canadien. Puis ça a un impact sur plein d'éléments sur notre économie au complet. La journée que les groupes de pression, plus, je dis groupes de pression, c'est pas le bon terme, je veux pas que ce soit péjoratif, mais les gens qui sont végétariens, les véganes et toutes les autres catégories ont commencé avec des gens en nutrition à se préoccuper de ce que l'on mangeait, puis qui ont amené certaines décisions jusqu'au guide alimentaire. Bien, imaginez la journée qu'on enlève, exemple, les nombres de portions de viande dans le guide alimentaire, qu'est-ce qui se passe? Vous avez tous les producteurs de bœuf au Canada qui sont touchés, tous les transformateurs, tous les bouchers, et ainsi de suite. Quand on a enlevé la partie du lait, des produits laitiers du guide alimentaire, ben vous avez toute l'économie qui touche les producteurs laitiers. Nous autres, dans la région, si vous ne savez pas, on est la 4e région au Canada avec le plus de producteurs laitiers. C'est le secteur économique numéro 1 de la région de Victoriaville, même, là. Le secteur économique numéro 1, c'est pas une industrie dans le parc industriel là, de 500 employés, c'est le secteur agricole, producteur laitier. Donc, à chaque fois que des décisions comme ça sont prises, ça a aussi des impacts économiques directement. Donc, le secteur agricole au Canada, là, c'est une priorité à supporter à mes yeux, surtout qu'on a l'enjeu du climat. Puis le défi particulièrement qu'on a dans toutes les négociations avec les autres pays, c'est que chacun des pays essaye de s'accaparer les parts de marché de leurs partenaires autour. Et le problème, c'est que nos normes au Canada, que ça soit, et que c'est pas mauvais là, en soi, là, environnementales, protection des animaux, bien-être animal, sont beaucoup plus élevées au Canada qu'ailleurs à travers le monde. Donc, à chaque fois qu'on permet de l'entrée, moi, je suis un pro-libre-échange, mais encore faudrait-il que ceux qui rendent des produits au Canada respectent minimalement les mêmes normes que nous, on s'est dicté entre nous autres. Fait que ça, je pense que c'est un des plus grands enjeux que nous avons avec la fluidité des ressources que nous avons qui traversent les frontières, et ainsi de suite. Mais c'est un secteur, puis là, je parle pas juste des producteurs, mais les transformateurs, les équipementiers, on va dire, c'est une économie qui est grosse et qui est monstrueuse. Juste les chicanes avec la Chine, imaginez pour une chicane diplomatique entre la Chine avec une compagnie informatique Huawei, les téléphones qu'on voit partout, là, ben là, la Chine a décidé d'arrêter d'acheter du canola, qui était le premier pays qui importait le canola. Donc, en ce moment, là, c'est la catastrophe dans le secteur agricole en Saskatchewan présentement. Tous leurs produits sont envoyés aux poubelles. C'est des cultures complètes parce que là, on est dans une chicane diplomatique pour un enjeu avec les États-Unis, la Chine, le Canada. Ça a un impact sur tous les travailleurs de ce secteur-là. Mais ça, vous n'entendez pas beaucoup parler des médias. Mais on entend bien plus parler des SNC-Lavalin. C'est beaucoup plus d'emplois que ce secteur-là, présentement. Fait qu'il y a beaucoup de travail à faire, mais c'est peut-être pas au niveau que les gens le pensent. Ça peut être même au niveau diplomatique par rapport à ça. Merci. Bonjour, Daniel Leblanc, Journal La Nouvelle Union. Le gouvernement conservateur n'a pas encore donné sa plateforme électorale pour l'environnement. Donc, j'aimerais savoir qu'est-ce qui risque d'être votre orientation pour les prochaines élections et en quoi l'élection du gouvernement conservateur en Alberta hier risque d'influencer cette plateforme? Ça va être assez rapide la question. Il va y avoir une plateforme environnementale, ça je peux vous le dire. On est beaucoup plus près de l'annonce qu'on est loin. Tout le monde nous dit, ça fait longtemps, on a hâte de la voir. Moi, je dis souvent à la blague, les libéraux ont déposé leur plateforme environnementale 3 semaines avant la dernière élection. Il reste encore 6 mois à l'élection. Cette plateforme-là, contrairement à ce que les libéraux ont fait, c'est pas une plateforme qui va taxer.
C'est pas une plateforme qui va payer des frigidaires comme ceux qui ont suivi l'actualité dernièrement. Le gouvernement a payé pour 11 millions de frigidaires à l'Oblast, une compagnie multimilliardaire. Que vous avez un restaurant, puis vous voulez changer vos frigidaires pour éviter d'envoyer des produits néfastes dans l'environnement, il n'y a pas un gouvernement qui va vous aider pour changer votre frigidaire ou comme citoyen. Ça va être une plateforme qui veut travailler sur les 4 aspects, que ce soit la terre, la forêt, l'agriculture, qui va vouloir travailler sur les eaux, la qualité des eaux, qui va travailler naturellement sur les GES, les gaz à effet de serre, puis respecter le protocole de Paris, excusez-moi. Pas que je me mélange avec les deux. Et le dernier, le transport en commun, qui est nécessaire à ce qu'on mette en place. Je peux pas en dire plus, mais j'ai très hâte de la présenter parce qu'il y a un appétit pour en savoir un peu plus par rapport à ça. Je finis sur l'élection d'Alberta. Nous, on est très contents. On est parti de toutes les provinces qui étaient des gouvernements libéraux, puis qu'on va rentrer à la prochaine élection, l'Alberta, la Saskatchewan, le Manitoba, le Nouveau-Brunswick, l'Ontario et Québec, qui est un peu plus proche de nous, sont tous des partis plus proches du Parti conservateur, des partis qui veulent moins de taxes, moins d'impôts, une meilleure gestion des finances publiques. Mais si je peux me permettre, comme on sait que c'est un gouvernement qui est très pro-pipeline et dans le pétrole, est-ce que ça va sûrement influencer votre position? Non, pas du tout. Parce que vous êtes très fort dans l'Ouest, là? Oui, tout à fait. Mais non, mais on n'est pas contre les pipelines. Moi, j'ai toujours dit qu'on mette un pipeline de plus, un pipeline de moins. Il n'y a personne qui se lève le matin pour dire « je prends mon char parce qu'un pipeline de plus, un pipeline de moins ». La seule façon de faire vraiment un changement face à l'environnement, c'est changer nos comportements. Je le dis souvent à la blague aux gens à Victoriaville, quand quelqu'un m'interpelle et me dit « moi, j'étais un pro-récupération, mon bac vert est toujours plein tous les jours, à toutes les semaines », j'ai dit « t'as rien changé à ta consommation ». J'ai dit « c'est plate, mais c'est pas parce que tu récupères puis tu remplis ton bac vert que tu as aidé l'environnement. » Fait que je pense que c'est un faux débat, le pipeline. Il y a présentement 840 000 km de pipeline au Canada. Il y en a 7 qui traversent le fleuve à tous les jours. Et je connais personne en ce moment qui décide de prendre son auto le matin ou ne pas prendre son auto le matin parce qu'il sait qu'il y a un pipeline qui passe sur le territoire. C'est ma réponse qui est très simple, qui est assumée et je le pense sincèrement. C'est même pas parce que je suis dans un talking point par rapport à ça. C'est bon? Merci. Un gros merci tout le monde. Je vois le temps qui défile, du temps que vous avez pris. J'espère que vous avez aimé l'émission. Si vous l'avez apprécié, partagez-les, parlez-en aux autres. Et un gros merci à toute la gang du BNI pour votre accueil ce matin. Merci. Merci tout le monde.